Je m'appelle David, j'ai 32 ans. Après avoir été pendant 32 ans le fils complètement invisible, celui qui résolvait le moindre problème sans jamais rien demander en retour. Je suis entré dans la maison de mon enfance par un après-midi frais de mardi pour découvrir que mes parents avaient complètement détruit le sanctuaire de mon fils de 10 ans. Alors que je cumulais 2 emplois exigeants, sacrifiant mon sommeil et vidant mon salaire uniquement pour constituer son fonds d'études universitaires, mes parents ont pris sur eux de vendre son héritage de livres rares pour la somme astronomique de 165 000 $. Ils l'ont fait pour une raison écœurante, construire un home cinéma de luxe pour mon frère, l'enfant d'or, Julien, et ses enfants gâtés. Quand je les ai confrontés au milieu des décombres de l'héritage de mon fils, ma mère m'a regardé droit dans les yeux, a ajusté son foulard en soie de créateur et a dit « Ce ne sont que de vieux papiers poussiéreux, David. Ton frère a besoin d'un endroit décent pour recevoir ses clients en immobilier. » Mais il y avait un détail catastrophique et massif qu'ils ignoraient. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre vanité et leur cupidité qu'ils avaient oublié que c'était moi, l'archiviste légal, qui contrôlait l'exonération fiscale historique de leur précieux domaine colonial. Ils avaient aussi oublié que l'héritage qu'ils avaient vendu à un acheteur privé était lié à une fiducie fédérale stricte pour le patrimoine culturel. Aujourd'hui, ils font face à un procès dévastateur, à l'effondrement total de leur statut social si soigneusement cultivé, et ils me supplient d'avoir de la compassion. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur vie de faux riches et fait s'effondrer leur empire sans jamais hausser le ton, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et dites-moi dans les commentaires ci-dessous depuis où vous regardez. Maintenant, revenons au moment précis où ce cauchemar a commencé. On sent un mensonge aussi nettement que l'odeur d'une rénovation bon marché et précipitée. L'odeur chimique du placoplâtre frais, de la peinture au latex haut de gamme et de la colle à bois industrielle m'a pris les poumons. À la seconde même où j'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en chaîne massive du domaine colonial des Henderson. Cette maison appartenait à ma famille depuis 4 générations. C'était une immense et vaste propriété située dans l'un des quartiers résidentiels fermés les plus riches de l'État. D'aussi loin que je me souvienne, le grand hall d'entrée sentait l'encaustique au citron coûteuse, la cire d'abeille et la légère odeur réconfortante de thé à la menthe poivrée et de vieux parchemin. C'était une odeur qui imposait le respect. C'était l'odeur du vieil argent et d'une longue histoire. Mais en ce mardi après-midi précis, l'air semblait lourd, toxique et tout à fait anormal. Je tenais la main de mon fils de 10 ans, Léo. Nous venions tout juste de quitter son école primaire après une réunion parents-enseignants où son institutrice avait fait l'éloge de son niveau de lecture et de son tempérament calme et réfléchi. Il portait son pull bleu marine préféré, celui que je lui avais acheté sur un rayon de promotion chez Walmart parce que chaque dollar supplémentaire de mon salaire allait directement sur un compte d'épargne à haut rendement pour son avenir. J'avais mené une bataille féroce et démoralisante pour sa garde lors de mon divorce il y a 5 ans, juste pour garder ce garçon en sécurité. Il était mon monde entier. Et cette maison, plus précisément la grande bibliothèque située dans l'aile ouest isolée, était son endroit absolument préféré sur Terre. « Papa, ça sent bizarre », a dit Léo, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Il a serré plus fort ma main. Ses articulations étaient légèrement blanchies. C'était un enfant très perceptif, toujours attentif aux moindres changements dans son environnement. « Je sais, mon grand. Allons voir ce que font mamie et papy. Ils sont peut-être en train de réparer un tuyau, ai-je répondu, essayant de garder un ton léger et rassurant. Nous avons descendu le long couloir caverneux. Le bruit de nos pas résonnait nettement sur le sol en marbre italien importé que mes parents avaient fait installer il y a une décennie. À mesure que nous approchions de l'aile ouest, les bruits ambiants de la maison changeaient radicalement. Le bourdonnement tranquille de la climatisation centrale était remplacé par le sifflement agressif des perceuses électriques. Le bruit sourd des marteaux contre les montants et une musique country bruyante et désagréable s'échappait d'une radio de chantier portable. Le bruit devenait assourdissant à chaque pas que nous faisions. J'ai tourné au coin du couloir de l'aile ouest et je me suis figé complètement. La bibliothèque avait disparu. Je ne veux pas dire que les meubles avaient été réarrangés. Je ne veux pas dire que la pièce était en cours de peinture. Je veux dire qu'elle était complètement vidée de sa structure. Les imposantes étagères en acajou sur mesure que mon arrière-grand-père Arthur avait commandées dans les années 1950. Les étagères qui avaient contenu des siècles de littérature avaient été violemment arrachées des murs en plâtre. Les bouches de climatisation sur mesure installées pour préserver les parchemins délicats des textes historiques étaient fracassées et pendaient du plafond par des fils dénudés.
Le magnifique coin lecture doublé de velours où Léo s'asseyait pendant des heures pour suivre du bout de ses petits doigts les reliures aux lettres dorées des premières éditions avait complètement disparu. À sa place se dressait une immense plateforme en bois surélevé, couverte de sur jaune fraîche. Deux entrepreneurs corpulents en lourdes bottes de chantier étaient occupés à installer des panneaux acoustiques épais sur le papier peint historique peint à la main. Ma mère, Éléanore, se tenait au centre exact de la destruction. Elle tenait une tablette numérique, pointant agressivement le mur du fond et se disputant bruyamment avec le chef de chantier au sujet de l'emplacement d'un écran de projection de 120 pouces. Elle portait un chemisier en soie qui coûtait plus cher que mes mensualités de voiture et un pantalon parfaitement ajusté. Elle semblait tout à fait dans son élément, absolument pas perturbée par la dévastation totale qui l'entourait. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté mes clés contre le mur. Je n'ai pas exigé de savoir comment elle pouvait être si incroyablement cruelle et sans âme. Ce genre de réaction dramatique et explosive aurait nécessité un investissement émotionnel que je ne possédais tout simplement plus pour les personnes qui partageaient mon ADN. Léo s'est arrêté de marcher. J'ai senti sa petite main devenir complètement rigide dans la mienne. Il n'a pas pleuré. Il est juste resté là, à fixer le vide là où son héritage, son sanctuaire et son sentiment d'appartenance se trouvaient autrefois. Il avait passé des années dans cette pièce avec mon arrière-grand-père Arthur. Il avait appris que certaines choses en ce monde sont précieuses, qu'elles sont faites pour être préservées, protégées et chéries. Dans ce seul moment horrible et décisif, en regardant la sciure de bois et les ouvriers, mon fils de 10 ans a compris exactement dans quelle catégorie ses propres grands-parents l'avaient placé. Il était jetable. Il était un dommage collatéral dans leur quête sans fin de statut social. « David, tu es rentré tôt », a dit ma mère, se retournant enfin et nous remarquant sur le pas de la porte. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle semblait légèrement agacée par l'interruption, comme si nous étions entrés en pleine réunion d'affaires importante. « Qu'est-ce que c'est que ça, maman ?» ai-je demandé. Ma voix était dangereusement plate. Elle manquait de toute inflexion. Oh, Julien et Chloé attendent leur deuxième bébé, et ils ont vraiment besoin d'un espace de divertissement décent pour les enfants et leurs amis. Les affaires de Julien dans l'immobilier sont florissantes, et il a besoin d'un endroit pour recevoir ses clients. Nous avons décidé de convertir cette vieille pièce poussiéreuse en un home cinéma ultra moderne. Attends de voir les fauteuils inclinables en cuir que nous avons commandés. Ils ont des masseurs intégrés. Où sont les livres ? Ai-je demandé, coupant court à ces futilités écœurantes. Elle a agité la main d'un geste dédaigneux. Nous les avons vendus à un collectionneur privé. Julien avait vraiment besoin de fonds pour cette rénovation et, franchement, nous devions désencombrer. C'est pour la famille, David. Tu devrais être content pour ton frère. Tu sais à quel point il travaille dur. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu l'arrogance pure, non filtrée et toxique émaner de sa posture. J'ai vu une femme qui détruirait volontiers l'avenir de mon fils simplement pour offrir à mon frère un endroit où regarder le football le dimanche. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné, j'ai gardé ma main fermement et protectrice serrée autour de celle de Léo, et je suis sorti directement de la maison. J'entendais ma mère m'appeler, me disant de ne pas être si dramatique et hypersensible, mais la lourde porte en chêne qui s'est refermée fermement derrière nous a coupé court à sa voix. Nous sommes montés dans ma berline d'occasion. Le moteur a vrombi, les vibrations du volant s'accordant avec le rythme froid et régulier de mon cœur qui battait à tout rompre. Je suis resté assis là, dans l'allée, pendant un long moment, regardant les ouvriers transporter de lourds cartons d'enceintes acoustiques coûteuses dans la maison. Je ne me sentais plus comme un fils. Je me sentais comme un auditeur. Pendant 32 ans, j'avais été le fils fiable. C'est moi qui gérais le portail d'exonération fiscale historique du domaine. C'est moi qui m'assurais que leur précieuse propriété coloniale conserve son statut de monument historique, leur épargnant 35 000 $ de taxes foncières chaque année. Ils considéraient cela comme mon devoir permanent envers la famille. Je le voyais comme un droit d'adhésion à une famille dont je réalisais enfin que je n'avais jamais fait partie. J'ai tendu le bras vers le siège arrière et j'ai sorti ma lourde sacoche d'ordinateur portable. Le temps d'être le fils calme et serviable était définitivement révolu. Les chaînes invisibles étaient brisées. Il était temps de partir en guerre. Pour comprendre le froid absolument glacial dans ma poitrine à ce moment-là dans l'allée, il faut vraiment comprendre les chaînes invisibles du survivant.
Quand on grandit dans une maison où l'amour est traité comme une ressource limitée et hautement conditionnelle, on apprend à survivre en devenant invisible. On apprend très tôt que si l'on ne demande rien, si l'on ne se plaint pas de l'injustice, et si l'on résout chaque problème avant qu'il ne devienne un inconvénient pour les personnes aux commandes, on aura peut-être le droit de rester à la table du dîner. On gagnera peut-être un hochement de tête approbateur éphémère. Julien était l'enfant d'or incontesté. Il avait 3 ans de moins que moi, mais il prenait absolument tout l'oxygène de chaque pièce dans laquelle il entrait. Ses besoins, ses désirs et ses moindres contrariétés étaient traités comme des urgences nationales par mes parents. Quand Julien a voulu faire de la crosse de compétition au lycée, mes parents lui ont acheté l'équipement haut de gamme le plus cher du marché et ont assisté fièrement à chaque match, l'encourageant depuis le premier rang. Quand j'ai remporté la foire scientifique de l'État la même année, rapportant un immense trophée et une petite bourse d'études, mon père, Robert, m'a brièvement tapoté l'épaule, m'a dit « bon travail » et est immédiatement retourné regarder un tournoi de golf à la télévision. C'était un schéma étouffant qui a défini toute la trajectoire de nos vies. Quand Julien a eu un accident avec sa voiture de sport 2 semaines après avoir obtenu son permis, mes parents ont puisé sans hésiter dans leur compte de retraite pour lui en acheter une autre, affirmant qu'il avait besoin d'un véhicule sûr pour sa vie sociale. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et que j'ai été accepté dans une université prestigieuse, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de m'aider. J'ai contracté des prêts étudiants écrasantes, j'ai travaillé de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 et j'ai vécu de nouilles instantanées pour payer mes frais de scolarité. Ils disaient toujours à leurs amis lors de leurs réunions exclusives de copropriété que j'étais l'indépendant. Ils présentaient ma lutte comme une vertu. Ce qu'ils voulaient dire en réalité, c'est que j'étais celui dont ils n'avaient jamais à se soucier, car ils savaient que je choisirais toujours leur confort plutôt que mes propres besoins fondamentaux. J'ai bâti ma carrière à partir de zéro en tant qu'archiviste juridique et historien. Je m'occupe de documents historiques incroyablement complexes, d'actes de propriété et de fiducie de patrimoine de grande valeur. C'est une profession calme, méticuleuse et très exigeante. Elle requiert une patience immense et un dévouement absolu et inébranlable envers les faits et les limites juridiques. Mes parents se moquaient régulièrement de mon travail. Ils pensaient qu'il était ennuyeux et sans éclat. Julien, en revanche, est d'abord devenu agent immobilier. C'était une profession tape à accent graveleuil et bruyante où il portait des costumes de créateurs coûteux, publiait constamment sur les réseaux sociaux et conduisait un SUV de luxe en leasing qu'il pouvait à peine s'offrir. Mes parents pensaient qu'il était un génie absolu, un titan de l'industrie en devenir. Quand mon mariage s'est effondré, le divorce a été un cauchemar brutal et interminable. Mon ex-femme, poussée par la rancœur, voulait la garde exclusive de Léo. J'ai dépensé le moindre centime de mes économies durement gagnées dans un avocat impitoyable pour me battre pour mon fils. J'ai sauté des repas. J'ai déménagé d'une maison confortable pour un petit appartement exigu à la plomberie défectueuse, juste pour pouvoir payer les frais juridiques. Pendant toute cette épreuve infernale de 2 ans, mes parents ne m'ont jamais proposé d'aide financière. En fait, ils se plaignaient activement que ma bataille pour la garde leur causait un stress social important dans leur country club d'élite. J'ai obtenu la garde. Léo est devenu mon ombre, mon petit partenaire tranquille pour naviguer dans la vie. Nous avons construit une existence belle et paisible ensemble dans notre petit appartement. Mais la seule personne de toute la famille élargie qui me voyait vraiment, qui voyait la valeur incroyable de Léo, était mon arrière-grand-père, Arthur. Arthur avait 85 ans, c'était un professeur d'histoire universitaire à la retraite avec un esprit aussi aiguisé et impitoyable qu'un scalpel chirurgical. Il vivait tranquillement dans l'allée du domaine colonial. Il détestait la façon superficielle et matérialiste dont mes parents vivaient. Il détestait ouvertement la façon dont il choyait Julien. Mais plus important encore, Arthur aimait Léo d'un dévouement féroce et protecteur. Chaque dimanche, après avoir enduré un dîner de famille étouffant et insupportable où Julien se vantait sans fin de sa dernière commission immobilière et ma mère le vénérait comme s'il était de la royauté, Léo et moi nous éclipsions discrètement pour nous réfugier dans la bibliothèque d'Arthur. C'était une pièce vraiment magique, une forteresse du savoir. L'air y était parfaitement climatisé pour préserver la collection massive et époustouflante de livres en première édition qu'Arthur avait passé toute sa vie d'adulte à acquérir dans le monde entier. Certains de ces livres avaient des centaines d'années. Ils avaient des pages de parchemin épaisses et lourdes, des tranches brutes et des reliures en cuir qui sentaient l'histoire profonde et le respect silencieux. Arthur s'asseyait dans son fauteuil en cuir bordeaux à dossier haut, buvant lentement du thé chaud à la menthe poivrée, et apprenait à Léo exactement comment manipuler les livres fragiles.
Il lui apprenait à se laver et à se sécher soigneusement les mains avant de toucher les pages. Il lui apprenait à ouvrir doucement les couvertures, en soutenant le poids du livre pour que les dos anciens ne se fissurent pas. Ce ne sont pas seulement des objets physiques, Léo, lui avait dit Arthur un après-midi sombre et pluvieux. J'étais assis sur le canapé en velours dans le coin, à les regarder tranquillement. Ce sont des voix du passé. Ce sont les pensées complexes, les peurs et les immenses rêves de personnes disparues depuis longtemps de cette terre. Nous ne sommes pas de simples lecteurs. Nous sommes les gardiens de leurs histoires. Nous les protégeons. Léo comprenait cela parfaitement. Il sentait le poids immense et important de cet héritage se poser sur ses petites épaules. Pour un petit garçon qui avait traversé un divorce difficile et qui se sentait souvent comme un fardeau indésirable pour ses grands-parents clinquants, cette grande bibliothèque était une promesse profonde. C'était la preuve tangible qu'il appartenait à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de permanent, de beau et de profondément significatif. Lorsque la santé d'Arthur a commencé à décliner rapidement il y a quelques années, il a pris une décision juridique calculée qui a absolument rendu mes parents furieux. Il les a complètement contournés dans sa planification successorale et a légalement légué l'intégralité de sa collection de livres rares directement à Léo. Mes parents étaient hors d'eux. Ils soutenaient farouchement que la collection valait des centaines de milliers de dollars et devait être liquidée pour investir dans l'avenir de la famille, ce qui était leur code à peine voilé pour financer le style de vie extravagant de Julian et couvrir ses dettes croissantes. Mais Arthur était impitoyable et brillant. Il n'a pas simplement rédigé un testament classique qui aurait pu être contesté. Il a établi une fiducie fédérale enregistrée pour le patrimoine culturel. Il a légalement lié les livres au statut de monument historique du domaine lui-même. Il a fait de moi le seul exécuteur testamentaire et l'archiviste officiel chargé d'entretenir la fiducie. Mes parents étaient autorisés à continuer de vivre dans l'immense maison sans payer de loyer, mais leur occupation légale était strictement conditionnée à la préservation de l'intégrité structurelle du domaine et à la protection de la collection. Ils détestaient cet arrangement, mais ils adoraient vivre dans un manoir de plusieurs millions de dollars sans avoir à payer de prêts hypothécaires. Pendant des années, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai déposé les rapports d'audit de conformité annuels massifs et complexes auprès du registre historique de l'État. J'ai géré le fastidieux portail d'exonération fiscale. J'ai économisé exactement 35 000 dollars par an en taxes foncières grâce à mon travail administratif méticuleux. Je l'ai fait parce que je voulais que Léo ait un accès ininterrompu à cette bibliothèque. Je pensais bêtement que mon utilité continue nous achèterait la paix et une petite part de leur respect. Je m'étais tellement trompé. Être facile à gérer ne vous rend pas respecté. Cela vous rend simplement plus facile à ignorer et infiniment plus facile à exploiter. Assis dans ma voiture devant la maison, le souvenir de la voix forte d'Arthur résonnait bruyamment dans ma tête, nous sommes les gardiens de leurs histoires. Mes parents venaient de prendre la seule chose que mon fils appréciait vraiment, le seul lien tangible qu'il avait avec son arrière-grand-père, et l'avaient vendu pour acheter des fauteuils de massage de luxe et un écran de projection géant. Il supposait que je resterais silencieux et que je l'accepterais parce que je l'avais toujours fait. Il pensait que les lourdes chaînes rouillées de ma soumission de toujours me maintiendraient fermement en place. Il ne réalisait pas qu'en s'en prenant à mon fils, il brisait le mécanisme même qui me maintenait obéissant. Le contrat interne profondément ancré qui me liait à leur caprice avait été violemment et définitivement détruit. Il ne restait plus rien en moi que l'esprit froid, calculateur et hautement dangereux d'un archiviste qui savait exactement où étaient enterrés tous les secrets juridiques. J'ai ramené Léo à notre appartement dans un silence complet. Le bruit ambiant de la circulation urbaine semblait étouffé, lointain. Je lui ai préparé son dîner préféré, un simple bol de macaroni au fromage avec des saucisses coupées en petits morceaux. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine. Il a mangé lentement, les yeux baissés. Ensuite, nous avons regardé un dessin animé ensemble sur le canapé. Il appuyait tout le poids de son corps contre mon flanc, sa tête reposant lourdement sur mon bras. Il n'a pas dit un seul mot sur la bibliothèque, sur la sciure de bois ou sur les livres disparus, mais je pouvais sentir la tension immense et écrasante émaner de ses petites épaules. Il pleurait une perte immense, et il le faisait en silence, tout comme on m'avait appris à le faire toute ma vie. Une fois qu'il s'est endormi profondément dans son lit, je me suis dirigé vers mon petit bureau dans le salon et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais besoin de faits froids et concrets. La colère est une émotion désordonnée et chaotique. Elle vous rend imprudent et enclin à faire des erreurs. J'avais besoin d'être chirurgicalement précis. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale sur mon téléphone.
Les notifications étaient coupées depuis des heures. Quand j'ai fait défiler les messages manqués, l'audace et la cruauté pure de ce que j'ai lu ont glacé le sang dans mes veines. Julien avait envoyé une photo d'un immense écran métallique de 120 pouces monté directement sur le mur où se trouvait autrefois la section poésie. La légende disait, les soirées cinéma vont être absolument épiques. Merci maman et papa pour le cadeau de Noël en avance. Vous êtes les meilleurs. Mon père, Robert, avait répondu quelques minutes plus tard, rien de trop beau pour nos petits-enfants. Attendez que les sièges en cuir importés arrivent la semaine prochaine. Ce sera mieux que la section VIP du cinéma. J'ai fixé l'écran. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents me faisaient mal. J'ai tapé un message direct unique dans la discussion, combien avez-vous vendu les livres de Léo? J'ai regardé l'écran. Les bulles de saisie sont apparues à côté du nom de Julien, puis ont disparu. Elles sont apparues à côté de celui de mon père, puis ont disparu. Finalement, ma mère a répondu par un long paragraphe, David, s'il te plaît, ne commence pas à créer des drames. Nous avons trouvé un acheteur privé très respectable en ville. Monsieur Sterling, il a payé 165 000 $ pour l'ensemble du lot. C'était un prix plus que correct pour de vieux papiers. Ces livres ne faisaient que prendre la poussière et occuper un espace incroyablement précieux dans la maison. Julien avait vraiment besoin de cet espace pour ses affaires, et la famille avait besoin de cette mise à niveau. Léo peut lire des livres numériques sur son iPad comme un enfant moderne normal. Arrête de vivre dans le passé. 165 000 $. Ils avaient liquidé l'héritage de mon fils. Une collection inestimable soigneusement constituée sur des décennies par mon arrière-grand-père pour une fraction de sa valeur réelle aux enchères, simplement pour obtenir de l'argent rapide et intraçable pour une rénovation de maison. Ils n'avaient même pas eu la décence de me consulter en tant qu'exécuteur de la fiducie. Ils avaient simplement emballé l'histoire de notre famille dans des boîtes en carton et l'avaient expédiée à un millionnaire. Le changement de pouvoir dans mon esprit s'est fait de manière clinique, absolue et d'un calme terrifiant. Je n'ai pas ressenti le besoin de l'appeler pour me disputer. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émotionnel sur la profondeur de ma blessure et de ma trahison. On ne négocie pas avec des gens qui volent des enfants. On leur retire simplement l'accès à vos ressources et on les regarde étouffés. Je me suis connecté au registre historique de l'État et au portail des taxes foncières. Ces 10 dernières années, j'avais été le seul intermédiaire autorisé entre notre domaine familial et le département de préservation du gouvernement de l'État. Mes parents croyaient fermement que l'énorme allègement fiscal foncier qu'ils recevaient était leur droit de naissance inhérent. Ils adoraient s'en vanter sans fin lors de leurs réunions exclusives de copropriété et des dîners de Thanksgiving, se targuant de vivre dans un monument historique certifié. Cela leur donnait un air d'aristocratie de l'ancien monde, mais ils oubliaient commodément et arrogamment que ce statut était strictement conditionné par mon audit de conformité annuel professionnel et hautement détaillé. Pour maintenir l'exonération, la propriété devait rester structurellement inchangée, et les actifs protégés, spécifiquement la bibliothèque et la collection qu'elle contenait, devaient rester sur place dans l'environnement climatisé exact spécifié par la fiducie. Je n'ai pas eu à pirater de système sécurisé. Je n'ai pas eu à contourner de règles éthiques. J'avais simplement à faire mon travail et à rapporter la vérité absolue. J'ai ouvert le formulaire de conformité pour l'exercice fiscal en cours. J'ai navigué à travers le jargon juridique dense jusqu'à la section concernant l'état structurel intérieur de l'aile ouest. J'ai cliqué sur le menu déroulant et je l'ai changé de « conforme » à « gravement compromis ». Dans les notes, j'ai écrit avec des frappes régulières, délibérées et lourdes sur le clavier, la bibliothèque historique enregistrée a été illégalement vidée. Les éléments architecturaux protégés, y compris les étagères d'origine en acajou des années 1950, ont été définitivement détruits pour installer des équipements de divertissement modernes. De plus, les actifs culturels enregistrés, à savoir la collection de livres rares d'Arthur, ont été retirés des locaux et vendus à une partie privée non autorisée, sans la connaissance ni le consentement légal de l'exécuteur de la fiducie. J'ai joint la photo que Julien avait si fièrement publiée dans le groupe de discussion, montrant la destruction flagrante de la pièce. J'ai fait défiler la page jusqu'en bas. J'ai lu l'avertissement légal en gras indiquant que le dépôt de ce rapport de non-conformité entraînerait la révocation immédiate et non négociable du statut de monument historique de la propriété, déclenchant ainsi rétroactivement une réévaluation complète de la taxe foncière pour l'année en cours. J'ai cliqué sur Soumettre. L'écran a chargé pendant une seconde d'angoisse, puis a affiché une coche verte brillante. Avis de non-conformité déposé avec succès. D'un simple clic silencieux sur ma souris,
je venais d'ajouter une facture fiscale massive de 35 000 $ aux dépenses annuelles de mes parents. Ils recevraient l'avis officiel par la poste dans quelques jours. Mais je n'avais pas fini. J'étais loin d'avoir fini. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. Le mois dernier encore, ma mère m'avait poussé sans relâche et agressivement à payer la compte de 12 000 $ pour le traiteur de la fête de présentation du cinéma de Julien. Elle affirmait que sa trésorerie était temporairement bloquée par les coûts de rénovation et qualifiait cela de contribution obligatoire au bonheur de la famille et au succès de Julien. Je l'avais payé sur mes économies d'urgence, comme je le faisais toujours, pensant que cela maintiendrait la paix et mettrait fin à ces appels culpabilisants interminables. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des décennies, et le compte était enfin définitivement vide. J'ai lancé une opposition absolue au paiement de cet acompte de 12 000 $. Lorsque le système m'a demandé un motif, j'ai cité « fraude et pression psychologique non autorisée ». Le système automatisé de la banque a traité la demande immédiatement. J'ai regardé l'écran de confirmation briller dans le salon sombre. Transaction annulée. Fonds reversés sur le compte. Je n'ai pas hésité. Je ne me suis pas demandé si Julien serait embarrassé lorsque les traiteurs de luxe refuseraient de se présenter ou si ma mère ferait une crise de nerfs publics spectaculaire. Ce n'était plus une dynamique familiale toxique. C'était un bilan financier, et ils allaient se rendre compte qu'ils étaient profondément, irréversiblement dans le rouge. J'ai fermé l'ordinateur portable, le clic satisfaisant résonnant dans la pièce silencieuse. Je suis entré dans la chambre de Léo. Il dormait profondément, serrant un petit livre de poche usé contre sa poitrine. J'ai doucement remonté la couverture sur ses épaules et j'ai embrassé son front. « Je veille sur toi, mon grand », ai-je chuchoté à la pièce sombre. Les conséquences de mon silence ont commencé dès le lendemain matin. Mon téléphone a commencé à vibrer intensément sur le comptoir de la cuisine à 8h15 précise. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran s'allumer avec sa photo de contact, un portrait posé et excessivement filtré d'elle lors d'un gala de charité. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'appel soit redirigé vers la messagerie vocale. Cela s'est arrêté pendant exactement 3 secondes, puis s'est remis immédiatement à vibrer. Cette fois, l'écran affichait ma tante Béatrice. Béatrice était la sœur aînée de ma mère. C'était une femme spécialisée dans l'art de faire semblant de s'inquiéter profondément tout en recueillant secrètement des ragots personnels pour s'en servir de munitions à haute teneur plus tard. C'était la médiatrice non officielle et hautement toxique de la famille. Je me suis versé une grande tasse de café noir, je me suis appuyé confortablement contre le comptoir de la cuisine et j'ai finalement répondu à l'appel. « David, mon chéri. » La voix de Béatrice s'est déversée par le haut-parleur, dégoulinante d'une fausse sympathie sirupeuse. J'ai appris ce qui s'est passé avec les vieux livres hier. Ta mère m'a appelé en larmes. Elle est terriblement stressée par la rénovation et la fête qui approche. Tu sais à quel point elle devient anxieuse quand les choses sont désorganisées. Mais tu ne devrais pas être si en colère et partir en tempête comme un adolescent. La famille, c'est la famille, David. Ah bon, Béatrice? J'ai bu une gorgée lente et délibérée de mon café chaud. Eh bien, oui, bien sûr. Et Julien s'en sort tellement bien dans l'immobilier en ce moment. Il a vraiment besoin d'un endroit décent pour accueillir ses clients haut de gamme. Les livres ne faisaient que prendre de la place inutilement et prenaient la poussière. Ta mère dit que tu ne réponds pas à ses appels ce matin. Tu devrais vraiment être plus intelligent et t'excuser d'être parti comme ça hier. Cela a gravement perturbé sa tension artérielle. J'ai souri. C'était un sourire froid, tranchant comme un rasoir et dénué d'humour. Béatrice était la manipulatrice ultime, jouant sur les 2 tableaux. Je savais avec certitude qu'elle était assise dans sa cuisine impeccable, probablement en conférence téléphonique à 3 avec ma mère qui écoutait, essayant de me pousser à un débordement émotionnel qu'elle pourrait utiliser pour me faire passer pour quelqu'un d'instable. Béatrice, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Dis à ma mère que je n'ai absolument rien à lui dire. Et dis à Julien que j'espère qu'il aimera vraiment regarder son nouvel écran, car ce sera le film le plus cher qu'il aura jamais regardé de sa vie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse formuler une réponse et j'ai immédiatement bloqué son numéro, suivi de ceux de ma mère, de mon père et de Julien. Je n'avais ni le temps ni la patience pour leur jeu de manipulation mesquin digne du lycée. J'avais une enquête fédérale massive à lancer. J'ai ouvert Instagram. Le profil de Julien était complètement public. Naturellement, il venait de publier un nouveau réel il y a 1 heure.
Il était là, debout fièrement au milieu de la bibliothèque vidée et détruite. Il portait un polo de créateur moulant, pointant avec enthousiasme le cadre de l'écran géant ancré au mur. Il avait appliqué un filtre scintillant ridicule qui faisait ressembler la poussière de construction flottant dans l'air à des paillettes magiques tombant du ciel. Une musique pop entraînante et agaçante hurlait en fond sonore. La légende disait, on nettoie la vieille poussière pour faire de la place aux étoiles. Le nouveau home cinéma Henderson va être absolument légendaire. Vivement la fête d'inauguration samedi. Il dansait pratiquement sur la tombe de l'héritage de son neveu. Il n'avait aucun regret. Ils étaient follement triomphants. Ils considéraient le vol de l'avenir de Léo comme une simple réaffectation nécessaire des actifs familiaux. Pour eux, Julian était le personnage principal de l'univers, et Léo et moi n'étions que des figurants destinés à faciliter son confort ultime. J'ai pris une capture d'écran en haute résolution de la vidéo et de la légende. C'était une preuve irréfutable de plus pour le dossier juridique. À 9 heures précises, j'ai décroché le téléphone et composé la ligne directe de Marcus. Marcus était un de mes anciens collègues, qui occupait désormais le poste d'enquêteur principal et de conseiller juridique pour le département des livres rares et du patrimoine culturel de l'Université d'État. C'était un homme qui prenait la préservation de l'histoire très au sérieux. Lorsqu'il a répondu, sa voix était nette, grave et très professionnelle. « David, ravi de t'entendre. As-tu les dossiers d'archives sur les actes du 19e siècle dont je t'ai parlé le mois dernier ? » Je les ai, Marcus. Je te les envoie par email, mais j'appelle en réalité pour quelque chose d'autre, bien plus grave. Je dois signaler une irrégularité massive et non autorisée concernant la fiducie du patrimoine Arthur. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Le ton de la conversation est instantanément passé de plaisanteries amicales à des affaires strictement juridiques. Les premières éditions, celles qui ont été légalement léguées à ton fils, Léo ? Oui. L'ensemble de la collection a été retiré illégalement de son sanctuaire climatisé hier après-midi et vendu à un acheteur privé par les occupants actuels du domaine. J'ai entendu une vive aspiration d'air dans le récepteur. David, tu connais le statut juridique exact de cette fiducie spécifique. Ton arrière-grand-père a verrouillé ça très fermement. Si la collection a été déplacée hors des locaux sans autorisation. Je sais, ai-je interrompu, la voix dénuée d'émotion. Ils l'ont vendu à un certain monsieur Sterling en ville pour 165 000 $ pour financer une rénovation de luxe. Ils ont complètement détruit l'architecture de la bibliothèque. J'ai déjà déposé un avis formel de non-conformité auprès du registre historique de l'État ce matin. Marcus a juré entre ses dents, une entorse rare à son professionnalisme. David, c'est un délit fédéral contre le patrimoine. L'université est légalement tenue, en tant que superviseur, de protéger l'intégrité de cette fiducie. S'ils ont vendu ces actifs, ils n'ont pas seulement brisé une promesse familiale. Ils ont enfreint de manière flagrante les lois de préservation étatique et fédérale. J'ai besoin que tu lances un audit patrimonial officiel, ai-je dit, ma voix stable comme le roc. Aujourd'hui. Dès maintenant. Je vais demander à Evan, au département des registres, de sortir l'accord de fiducie original immédiatement. Nous enverrons les avis d'enquête officiels d'ici la fin de la journée. David, tu comprends exactement ce que cela signifie pour tes parents, n'est-ce pas ? S'ils ne peuvent pas récupérer ces livres intacts, les sanctions financières et juridiques sont catastrophiques. Ils pourraient perdre la maison. Je comprends parfaitement, Marcus. Fais-le. J'ai raccroché. Pour la première fois en 32 ans, j'ai ressenti un sentiment profond et immense de clarté. À midi, j'ai rédigé un email officiel unique. J'ai contourné les numéros de téléphone bloqués et les envoyé directement à leurs adresses email professionnelles. Je n'ai pas utilisé de langage émotionnel. J'ai utilisé le langage froid et terrifiant d'un exécuteur juridique. À toutes les parties résidant au domaine Henderson, veuillez noter que j'ai officiellement initié un inventaire complet et un audit juridique de la fiducie du patrimoine Arthur en conjonction avec le département juridique de l'Université d'État. La liquidation non autorisée d'actifs culturels protégés constitue une violation directe de la loi fédérale. Tout actif manquant doit être entièrement comptabilisé et restitué aux locaux dans un délai de 48 heures pour éviter des poursuites pénales immédiates et une confiscation civile. J'ai cliqué sur Envoyer. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran de mon ordinateur portable. J'avais configuré des accusés de lecture sur l'email. En quelques secondes, les notifications sont apparues.
Lu par Robert Henderson. Lu par Eleanor Henderson. Lu par Julian Henderson. Je pouvais parfaitement imaginer la panique absolue s'installer. Ils réalisaient enfin que leur voyage gratuit et sans fin venait de heurter un mur de briques massif, et que ce mur était fait de documents juridiques en béton armé. Ils avaient passé des années à supposer que mon talent pour l'ordre, les règles et la loi n'étaient qu'une commodité ennuyeuse qu'ils pouvaient exploiter. Ils allaient apprendre que dans le monde de l'archivage professionnel, les chiffres ne mentent jamais et la piste de papier ramène toujours directement à la vérité. La tempête avait officiellement touché terre, et je me tenais parfaitement immobile au centre exact de l'œil du cyclone, attendant patiemment de voir leur royaume arrogant se réduire en cendres. Le samedi soir est arrivé avec un froid glacial et mordant dans l'air. Le genre de froid profond qui pénètre directement dans vos os et rend le monde tranchant et impitoyable. J'ai garé ma berline d'occasion de 10 ans d'âge à 3 pâtés de maison du domaine colonial Henderson. Je ne voulais pas que ma voiture tout à fait ordinaire se trouve près de leur grande allée. Le contraste visuel allait être bien trop flagrant et, franchement, je ne voulais pas que leur voiturier touche à mes biens. Alors que mon arrière-grand-père Arthur et moi remontions lentement la longue allée bordée d'arbres, l'ampleur inimaginable de l'illusion de mes parents s'affichait fièrement. L'allée ressemblait à un hall d'exposition de luxe haut de gamme pour la richesse la plus élitiste et intouchable de tout l'État. Mes parents avaient invité absolument tous ceux qu'ils jugeaient importants à cette ridicule fête d'inauguration du cinéma. Ils voulaient désespérément afficher les fruits fraîchement construits de leur héritage volé. Je marchais lentement, m'adaptant au pas délibéré d'Arthur qui s'appuyait lourdement sur sa canne en bois à pommeau d'argent. Nous sommes passés devant une Rolls-Royce noire de jet étincelante garée avec arrogance juste à côté des marches d'entrée. Juste derrière elle se trouvait une Lamborghini jaune vif et agressive, basse sur roue comme un insecte prédateur. Une Ferrari rouge cerise tournait au ralenti près de l'entrée, son moteur vrombissant bruyamment pendant qu'un voiturier se précipitait pour ouvrir la portière à un promoteur immobilier local. Et enfin, une Porsche blanche immaculée occupait l'espace de choix près des haies du jardin bien entretenu. Ce n'étaient pas les voitures de notre famille. Ces véhicules appartenaient aux magnats de l'immobilier commercial, aux politiciens locaux, aux cadres bancaires et à l'élite du country club que mes parents avaient passé toute leur vie d'adulte à essayer désespérément d'impressionner. Mes parents tentaient frénétiquement de projeter une image impénétrable de richesse générationnelle et de succès intouchable, le tout financé par l'avenir volé d'un garçon de 10 ans. « Regarde-moi cet absolu cirque, David » a dit Arthur. Sa voix était éraillée, vieillie par le temps, mais tout à fait stable et vibrante d'une colère silencieuse et dangereuse. Il serrait la poignée de sa canne si fort que ses articulations en étaient blanches. Ils ont carrément invité toute la ville pour les regarder célébrer un crime fédéral. L'arrogance absolue de la chose est stupéfiante. Ils pensent avoir gagné, grand-père, ai-je répondu en gardant la voix basse alors que nous approchions des lourdes doubles portes en chêne massif du domaine. Ils croient vraiment avoir réussi à échanger de vieux papiers contre du pouvoir moderne. Ils pensent nous avoir surpassés. Laissons-les profiter de cette grande illusion encore quelques minutes. La chute va briser chaque os de leur ego. Nous avons franchi les lourdes portes d'entrée et sommes entrés dans le grand hall. L'espace était absolument bondé, les invités se serrant coude à coude, une coupe de champagne en cristal délicat à la main. Un quatuor à cordes embauché pour l'occasion était installé dans un coin, jouant vigoureusement de la musique classique qui résonnait sur les sols en marbre italien importé. Des serveurs en chemise blanche impeccablement repassés et gilets en soie noire circulaient dans la pièce bondée, portant des plateaux d'argent chargés de hors-d'œuvre coûteux de la taille d'une bouchée, canard rôti, caviar sur de petits biscuits salés et pâtisseries infusées à la truffe. L'air dans la maison était un mélange étouffant et accablant de parfums de créateurs coûteux, de nourriture riche et de la légère odeur chimique indéniable de la peinture au latex fraîche s'échappant de l'aile ouest nouvellement rénovée. Ma mère, Eleanor, nous a interceptés presque immédiatement. Elle possédait un radar terrifiant pour tout ce qui pouvait potentiellement perturber ces événements sociaux si soigneusement préparés. Elle portait une robe de soirée en soie émeraude sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette et qui avait probablement coûté plus cher qu'une année de scolarité dans l'école privée de mon fils. Elle avait visiblement passé tout son après-midi dans un salon de coiffure haut de gamme. Ses cheveux étaient impeccables et elle ruisselait de lourds bijoux en diamant. Quand elle a vu Arthur et moi debout dans l'entrée, son sourire d'apparat bien rodé s'est figé une fraction de seconde, révélant un bref éclair de panique authentique dans ses yeux. Mais elle l'a rapidement masqué, affichant une expression théâtrale de joie absolue pour le bénéfice immédiat des riches invités qui se tenaient à proximité. « Arthur, David, vous êtes venus » a-t-elle déclaré, la voix dégoulinante d'une douceur artificielle et sirupeuse.
Elle s'est avancée et s'est penchée vers moi, baissant la voix pour un murmure féroce et venimeux afin que moi seul puisse l'entendre par-dessus le quatuor à cordes. Je suis tellement contente que tu aies enfin décidé de te comporter en adulte de manière mature et de soutenir la promotion de carrière massive de ton frère. Ne t'avise même pas de faire une scène ce soir, David. Le maire Thomas est juste là-bas, et Julian est sur le point de conclure une énorme transaction d'immobilier commercial de plusieurs millions de dollars avec lui. Ne gâche pas ça pour notre famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas esquissé un sourire poli. Je n'ai pas scié. J'ai juste fixé la femme qui avait joyeusement vendu l'héritage de son petit-fils pour une pièce remplie de fauteuils en cuir. Je ne manquerai cette soirée pour rien au monde, maman, ai-je dit d'une voix totalement dénuée de chaleur humaine. Je suis ici pour voir exactement ce qu'est devenu l'héritage des Henderson. Elle m'a jeté un regard extrêmement nerveux et calculateur, ses yeux oscillant de droite à gauche comme si elle essayait de lire dans mes pensées. Mais sa vanité a rapidement pris le dessus, et elle a reporté toute son attention sur une femme riche portant un collier de diamants de la taille d'un petit lustre. Arthur et moi sommes passés silencieusement à côté d'elle, nous frayant un chemin à travers la mer de costumes coûteux et de robes de soirée, nous dirigeant directement vers l'aile ouest. La foule nombreuse migrait naturellement vers l'espace nouvellement rénové, attirée par la promesse de la grande révélation. Julian se tenait fièrement à l'entrée spacieuse du nouveau home cinéma, serrant des mains avec énergie, riant bruyamment et acceptant avec empressement les compliments interminables d'hommes plus âgés et plus riches. Il portait un smoking bleu nuit sur mesure qui lui allait comme un gant. Sa femme, Chloé, se tenait magnifiquement juste à côté de lui. Elle tenait son ventre de femme enceinte, souriant parfaitement pour les écrans lumineux des mondaines locales qui prenaient des photos pour leurs stories Instagram. Julian ressemblait exactement à un homme qui croyait fermement posséder le monde entier et tous ceux qui y vivaient. Je me suis approché et j'ai regardé à l'intérieur de la salle de cinéma. C'était un chef-d'œuvre stupéfiant d'indulgence écœurante. Les imposantes étagères historiques en acajou qui se trouvaient dans cette pièce depuis près d'un siècle avaient complètement disparu, effacées de l'existence. Elles étaient remplacées par des murs acoustiques épais et rembourrés, recouverts d'un velours sombre et étouffant. Il y avait 3 rangées surélevées de fauteuils inclinables en cuir de qualité supérieure importée. Chaque fauteuil disposait d'un éclairage LED intégré, de porte-gobelets réfrigérés et de fonctions de massage électronique. Tout au bout de la pièce, un immense écran de projection murale dominait l'espace, affichant actuellement une vidéo en haute définition de feux d'artifice tournant en boucle. C'était stérile. C'était totalement sans âme. C'était un monument massif et coûteux à leur propre vanité fragile, financé entièrement par un fonds d'études volé et un patrimoine culturel profané. Mon père, Robert, s'est avancé avec assurance à l'avant de la pièce, se tenant directement sous l'écran brillant. Il tenait une coupe de champagne millésimée d'une main et la tapotait légèrement avec une lourde cuillère en argent. Le son cristallin et aigu a immédiatement coupé court au bavardage bruyant de la foule. Le quatuor à cordes s'est brusquement arrêté de jouer. La pièce est tombée dans un silence d'attente et de respect, tous les regards se tournant vers le patriarche de la famille Henderson. Chers amis, famille bien-aimée, chers collègues et honorable mère Thomas, a commencé Robert, sa voix résonnant d'une autorité arrogante, écœurante et imméritée. Merci à tous de vous joindre à nous ce soir dans notre belle demeure historique coloniale. Quand mon grand-père a construit ce domaine massif pour la première fois, il l'a imaginé comme un lieu où la famille pourrait se rassembler, grandir et célébrer d'immenses succès. Ce soir, nous inaugurons officiellement le tout nouvel ajout à ce grand héritage. Il a désigné d'un geste large et théâtral l'immense écran lumineux et les rangées de sièges en cuir de luxe. Cette nouvelle aile de divertissement représente notre engagement profond et inébranlable envers la prochaine génération de notre famille. C'est un espace hautement moderne dédié à mon fils exceptionnel, Julian, à sa belle famille en pleine croissance, et aux progrès absolument incroyables et révolutionnaires qu'il réalise dans le secteur de l'immobilier commercial. Nous croyons fermement qu'il faut honorer le passé en construisant activement un avenir plus divertissant, plus brillant et couronné de succès. Veuillez lever vos verres à la famille, au succès massif et à l'héritage durable des Henderson. La foule a éclaté en applaudissements polis et enthousiastes. Julian rayonnait de fierté, serrant fermement Chloé par la taille. Ma mère a essuyé délicatement une fausse larme théâtrale au coin de l'œil. Ils se tenaient au sommet absolu et indéniable de leur ascension sociale désespérée, se délectant de la lueur chaleureuse d'un statut de haute société qu'ils avaient littéralement volé à mon fils de 10 ans. J'ai regardé Arthur à côté de moi. Il n'avait pas de verre de cristal à lever.
Il appuyait simplement tout le poids de son corps sur sa canne en bois. Ses yeux vifs et intelligents étaient fixés sur Robert. Les applaudissements polis dans la pièce ont commencé à s'éteindre lentement. Les riches invités s'apprêtaient à prendre leur première gorgée de champagne coûteux. Le piège juridique était parfaitement tendu. Il était enfin temps de refermer les mâchoires d'acier. Arthur a fait un seul pas délibéré en avant. Le choc sec et incroyablement lourd de sa canne à pommeau d'argent frappant avec force le sol en ardoise coûteux nouvellement installé a résonné violemment dans la pièce soudainement silencieuse. Il a fait un autre pas, puis un autre. Il y a une gravité très spécifique et indéniable qui accompagne l'autorité véritable et assumée, et Arthur l'a possédée tout entière. La foule de riches élites s'est naturellement écartée pour lui, s'effaçant comme sous l'effet d'une force magnétique invisible. Il s'est arrêté au centre exact de la pièce, face à face avec Robert. Le sourire confiant et arrogant de Robert s'est instantanément figé sur son visage, se transformant en une grimace rigide et artificielle. La coupe de champagne coûteuse dans sa main a commencé à trembler légèrement, le liquide doré oscillant contre le bord du cristal. « Eh bien, Robert, » a dit Arthur. Sa voix n'était pas forte. Il n'a pas crié, mais elle portait un tranchant acéré et terrifiant qui a sans effort balayé l'atmosphère chaleureuse et festive de la pièce. Tu as certainement été incroyablement, remarquablement occupé à détruire l'intégrité historique de ma maison. Un murmure nerveux et extrêmement inconfortable s'est propagé rapidement parmi les invités de marque. Le maire Thomas a bougé très inconfortablement dans ses chaussures en cuir italien coûteuses, jetant un coup d'œil vers la sortie. Ma mère, Eleanor, s'est avancée très rapidement, le visage rouge de panique soudaine. Arthur, s'il te plaît, a sifflé Eleanor, tendant la main pour essayer désespérément de lui attraper le bras afin de l'éloigner du centre de l'attention. C'est une célébration joyeuse pour ton petit-fils. Parlons de cette affaire de famille privée dans la cuisine. Arthur n'a même pas pris la peine de la regarder. Il a simplement levé sa main libre d'un geste sec et dédaigneux, et elle a physiquement reculé devant la menace implicite de ce geste, trébuchant contre un fauteuil en cuir. Arthur a reporté son regard perçant et impitoyable entièrement sur mon père. J'ai appris que tu avais vendu la collection, Robert, a déclaré clairement Arthur devant toute l'assistance. Ce n'était pas une question. C'était une accusation formelle et dévastatrice. J'ai appris que tu avais pris l'héritage sacré de cette famille, le patrimoine historique spécifique que j'ai légalement et intentionnellement légué exclusivement à mon arrière-petit-fils. Et que tu l'as complètement liquidé dans mon dos pour acheter des fauteuils inclinables massants et un écran de télévision. Papa, sois raisonnable. Ce n'était que de vieux papiers, a réussi à bafouiller Robert, sa voix devenant soudainement fine, faible et tremblante sous la pression immense et écrasante de dizaines de paires d'yeux. Il a regardé désespérément autour de lui les riches invités, essayant tant bien que mal de maintenir sa façade de contrôle si soigneusement construite. Nous devions absolument moderniser la propriété. C'était une décision financière tout à fait saine et logique pour l'entretien du domaine. Les yeux d'Arthur sont devenus totalement, terrifiants de froideur. Il a lentement balayé du regard la foule de mondains, d'investisseurs, de politiciens et de partenaires commerciaux. Lorsqu'il a repris la parole, il s'est adressé à toute la pièce comme un juge de la Cour suprême fédérale prononçant un verdict final et inéluctable qui allait changer leur vie. Vous êtes tous debout ici ce soir à boire du champagne cher, à admirer profondément la prétendue richesse et le statut incroyable de la famille Henderson, a annoncé Arthur, sa voix gagnant une force immense et un volume retentissant. Mais vous vous tenez en ce moment même dans un château de cartes fragile construit entièrement par des voleurs de grands chemins. Cette collection de livres rares et tout ce domaine colonial massif ne leur ont jamais appartenu pour être modifiés, vendus ou gérés. Ils sont détenus dans une fiducie de patrimoine culturel hautement restrictive et enregistrée au niveau fédéral. Le silence qui a immédiatement suivi cette déclaration a été absolu. Il était si vif, lourd et profond qu'on aurait dit du verre physique se brisant dans la pièce. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Pendant 31 longues années, a continué Arthur, sa voix résonnant farouchement contre les murs de velours sombre, vous avez complètement confondu votre statut temporaire de simple fiduciaire avec un véritable titre de propriété légale. Vous n'aviez qu'un droit d'usage viager hautement conditionnel, Robert. Tu avais le droit légal strict d'occuper ces lieux uniquement tant que tu protégeais farouchement et agressivement cet héritage historique. En arrachant l'histoire architecturale protégée de cette pièce et en vendant ses biens culturels légalement protégés à un acheteur privé non autorisé en ville, tu as déclenché la dissolution automatique et absolue de ton occupation. Le visage de mon père s'est instantanément vidé de toute couleur.
Il a pris une teinte grisâtre et maladive, ressemblant exactement à un homme qu'on venait de pousser violemment d'un avion sans parachute, réalisant soudain que le sol se rapprochait à toute vitesse. Julian a complètement lâché la taille de Chloé, la bouche grande ouverte de stupeur et d'incompréhension. « Vous n'êtes pas les propriétaires de ce domaine, Robert, a dit Arthur, portant le coup de grâce final avec une précision absolue. Vous n'étiez que les occupants et, depuis hier après-midi, lorsque mon archiviste désigné a déposé l'avis officiel de non-conformité auprès du gouvernement de l'État, vous êtes devenus des intrus illégaux qui ont misérablement enfreint les conditions strictes de la fiducie. Vous venez de commettre un délit fédéral contre le patrimoine culturel dans le seul but de construire un cinéma. Le portefeuille vide et pathétique de leur vie était enfin brutalement révélé au public. Mes parents n'étaient pas l'élite. Ils n'étaient pas les aristocrates générationnels intouchables qu'ils prétendaient si désespérément être. Ils n'étaient que des gardiens insouciants et avides qui avaient follement brûlé les meubles anciens inestimables pour se chauffer une seule nuit. Et le feu rugissant avait enfin atteint les murs de structure de leur vie, réduisant tout en cendres. La grande illusion de leur immense richesse s'est évaporée dans l'air sous mes yeux. Chaque personne dans cette pièce bondée qui conduisait une Lamborghini, une Rolls-Royce ou une Ferrari a soudainement réalisé avec horreur qu'elle participait activement à une fête très médiatisée organisée par des criminels fédéraux qui étaient sur le point de perdre absolument tout ce qu'ils prétendaient posséder. Je me connais et me tenais tranquillement au fond de la pièce, les bras croisés confortablement sur ma poitrine. J'ai regardé la terreur pure et sans mélange envahir le visage hautement botoxé de ma mère. Je n'ai pas ressenti la moindre once de pitié pour elle. Je n'ai pas ressenti un seul regret microscopique pour ce que j'avais déclenché. Le compte émotionnel de mon empathie avait été définitivement et légalement clôturé, ses lourdes portes en fer verrouillées et fermées contre toute exploitation émotionnelle future. Chaque dollar qu'ils avaient joyeusement versé dans cette aile de cinéma de mauvais goût était désormais un dollar que l'université d'État et le gouvernement fédéral exigeraient agressivement et sans relâche en réparation. Je voulais être là, au premier rang, lorsque les lumières s'éteindraient définitivement sur leurs mensonges si soigneusement construits, et les lumières étaient sur le point d'être coupées à l'instant même. L'avis légal officiel d'expulsion des lieux n'a pas été accompagné d'une confrontation hurlante de télé-réalité ou d'une altercation physique violente. Il a été délivré avec l'efficacité clinique et terrifiante du système juridique américain. Depuis le fond de la pièce bondée, tout près de l'entrée de l'aile du cinéma, l'avocate Sarah s'est avancée. Elle était la conseillère juridique principale du département du patrimoine culturel de l'université d'État, et elle n'avait pas l'air de participer à une célébration joyeuse. Elle était vêtue d'un tailleur gris foncé strict, le visage totalement impassible. Elle ressemblait exactement à un bourreau hautement qualifié tenant une aiguille d'injection mortelle. Elle était flanquée de près par l'officier Jenkins, un policier robuste en uniforme de la force d'intervention pour la préservation de l'État. Sarah portait un dossier cartonné épais et lourd qui débordait de documents juridiques officiels portant les sceaux de l'État. La foule de riches élites s'est rapidement écartée pour les laisser passer. Personne dans cette pièce, en particulier les politiciens, ne voulait se trouver à proximité du rayon d'action d'un procès fédéral pour atteinte au patrimoine. Robert et Eleanor Henderson, a dit Sarah d'une voix claire, totalement dépourvue de chaleur, d'hésitation ou de sympathie humaine. Elle s'est arrêtée juste à côté d'Arthur et a tendu l'épaisse liasse de documents juridiques. Je vous remets officiellement une notification formelle d'expulsion ordonnée par l'État et un mandat fédéral direct pour la récupération immédiate des actifs. Ma mère a physiquement reculé, ses talons s'accrochant au tapis. Elle a heurté lourdement un fauteuil inclinable de luxe, traitant la pile de documents comme s'ils étaient enduits d'un poison mortel. Robert a juste fixé les documents, entièrement paralysé par l'ampleur du désastre qui se déroulait devant ses riches pairs. Vous avez exactement 60 jours pour vider entièrement ces lieux, a continué Sarah, lisant à haute voix la première page du dossier juridique. De plus, vous êtes légalement et inconditionnellement tenu de restituer la collection de livres rares d'Arthur à la fiducie patrimoniale dans son intégralité absolue. Si vous ne parvenez pas à récupérer rapidement les actifs intacts auprès de l'acheteur privé, vous serez tenu personnellement et pénalement responsable de la valeur totale aux enchères de 165 000 $. Ainsi que de 50 000 $ supplémentaires en dommages-intérêts punitifs immédiats et non négociables et en sanctions juridiques sévères pour violation flagrante d'une fiducie fédérale du patrimoine culturel. Les doigts de Robert sont finalement devenus complètement engourdis. La coupe de champagne millésimée coûteuse a glissé de sa main. Elle est tombée au ralenti, se brisant violemment sur le sol en ardoise dure, projetant des éclats de cristal acéré et de l'alcool doré coûteux directement sur ses chaussures en cuir hautement poli.
Il a regardé désespérément autour de lui le cercle social élitiste et intouchable qu'il avait mis des décennies à cultiver méticuleusement en utilisant un faux statut d'emprunt. Il a cherché un visage amical, quelqu'un pour le défendre. Au lieu de cela, il a vu le maire Thomas poser discrètement son verre intact sur une table basse et s'éclipser rapidement par la porte latérale menant au jardin sans dire un seul mot d'adieu. Les murs protecteurs massifs de son faux royaume se transformaient déjà en cendres étouffantes juste devant lui. La fête de présentation ne s'est pas terminée par un toast de célébration ou une salve d'applaudissements. Elle s'est terminée par un exode de masse rapide, chaotique et extrêmement embarrassant. Les rires se sont éteints brutalement au milieu d'une phrase. Les conversations informelles se sont évaporées instantanément alors que des personnes qui avaient été si impatientes de profiter du luxe gratuit quelques instants auparavant se souvenaient soudainement et opportunément qu'elles avaient des endroits très urgents où se rendre. Ils ont vu l'enquête fédérale pour vol de patrimoine culturel pour ce qu'elle était indéniablement, un diagnostic terminal, hautement contagieux et incurable pour la réputation publique de la famille. J'ai regardé les invités fortunés éviter activement et intentionnellement tout contact visuel avec Eleanor alors qu'ils se précipitaient vers le vestiaire dans le hall d'entrée. Leur silence de plomb était une confirmation brutale et incroyablement dure de la vérité ultime. Dans leur monde superficiel et matérialiste, vous n'avez de valeur que si vous pouvez prouver que vous possédez des actifs liquides en nom propre. La longue allée s'est vidée en un temps record absolu, le vrombissement bruyant des moteurs de Lamborghini et de Rolls-Royce de luxe s'estompant rapidement dans l'air froid et impitoyable de la nuit. L'effondrement de Julian a été le plus public, le plus pathétique et le plus humiliant de tous. Alors que la nouvelle massive du vol de patrimoine éclatait dans la pièce, la marque d'influenceur factice et hautement épurée qu'il avait passé des années à construire sur les réseaux sociaux a commencé à se désintégrer en temps réel. Chloé, sa belle épouse enceinte, se tenait figée dans un coin du cinéma. Elle fixait, les yeux écarquillés, l'avis d'expulsion officiel entre les mains de Sarah. Chloé venait d'une famille de vieille bourgeoisie véritablement riche et hautement respectée, et elle avait épousé Julian en croyant fermement qu'il était le seul héritier légitime d'une immense fortune immobilière et d'un domaine historique. Elle s'est approchée lentement de Julian. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a juste regardé avec un dégoût profond, absolu et sans mélange. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que cette maison t'appartenait, a dit Chloé, sa voix tremblant sous l'effet d'une rage blanche et pure. Tu m'as dit que nous allions emménager ici l'année prochaine pour élever nos enfants dans le luxe. Tu es complètement, totalement fauché, Julian. Tu fais face à un procès fédéral massif, et tu m'as menti en face. Chloé, chérie, attends, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Nous allons juste engager un excellent avocat. C'est un malentendu, a bafouillé Julian de manière pathétique, tendant une main tremblante pour attraper la sienne. Elle a repoussé sa main si violemment que le bruit a résonné dans la pièce vide. Elle a plongé la main dans son sac à main de créateur, en a sorti ses clés de voiture et a regardé directement ma mère avec une haine pure. Je demande un divorce total et sans concession lundi matin à 8 heures, et j'obtiendrai la garde exclusive et absolue des enfants. Amusez-vous bien à pourrir devant le tribunal fédéral, bande d'escrocs absolus. Elle a tourné les talons de ses chaussures coûteuses et est sortie rapidement de la maison, laissant Julian planté là, complètement seul, entièrement brisé au milieu de sa salle de cinéma vulgaire et ruinée. Il a sorti son téléphone d'une main tremblante, ouvrant désespérément son application Instagram. Les abonnés qui avaient encensé sa vidéo de construction plus tôt ce jour-là inondaient désormais sa section commentaires de mots comme « voleur »,« imposteur »,« escroc » et « criminel ». Quelqu'un avait déjà divulgué la nouvelle de la présence policière dans la maison. Toute sa carrière immobilière était un monument massif à sa propre vanité démesurée, et elle s'effondrait rapidement, irréversiblement, sous le poids écrasant d'une seule vérité indéniable. Il avait bêtement essayé de bâtir un héritage sur des fondations de vol, et le sol venait de l'engloutir tout entier. Les 60 jours ont semblé passer comme un seul battement de cœur incroyablement satisfaisant. Mes parents ont été contraints légalement de vendre immédiatement leur voiture de luxe restante, d'annuler rapidement leur adhésion au country club d'élite et de mettre en gage tous les bijoux coûteux de ma mère simplement pour rembourser M. Sterling et essayer désespérément de couvrir les amendes juridiques massives imposées par l'État. Ils ont emballé leurs vêtements restants dans des cartons bruns bon marché et ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres exigu et obsolète, situé dans la banlieue industrielle bruyante et polluée de la ville. C'était un endroit misérable qui n'avait pas d'immense aile de cinéma. Il n'y avait pas de piscine chauffée et certainement pas d'histoire prestigieuse derrière laquelle ils pouvaient se cacher pour se sentir supérieurs.
Ils étaient enfin contraints de vivre exactement de la même manière qu'ils m'avaient forcé à vivre pendant des années. Le domaine colonial historique semblait fondamentalement et magnifiquement différent le jour même où Léo, Arthur et moi avons enfin transporté nos cartons à l'intérieur. Le silence dans les couloirs massifs au haut plafond n'était plus lourd, oppressant ou rempli de tensions inexprimées. Il était incroyablement léger, aérien et profondément paisible, exactement comme une immense maison qui aurait enfin fini de retenir son souffle après avoir enduré un long et terrifiant cauchemar. Il n'y avait plus de bruit de construction bruyant et désagréable qui résonnait dans les murs. Il n'y avait plus d'odeur chimique toxique de peinture au latex fraîche qui nous brûlait les poumons. Il n'y avait absolument aucun rire hypocrite de personnes superficielles qui traitaient notre héritage familial sacré comme un actif financier jetable. Nous avons passé toute la première semaine, épuisante, à démanteler sans relâche et avec acharnement ce qui restait de cette salle de cinéma écœurante. Les lourds rideaux en velours acoustique sombre ont été arrachés des murs historiques et jetés sans ménagement dans une immense benne de location installée dans l'allée. L'écran de projection métallique géant et de mauvais goût a été déboulonné du plâtre d'origine et évacué comme ferraille. Nous avons embauché une équipe de menuisiers spécialisés dans la restauration historique pour recréer méticuleusement et amoureusement les grandes étagères en acajou que mon arrière-grand-père avait commandées des décennies plus tôt, en respectant parfaitement les plans originaux des années 1950. Le moment le plus triomphant et le meilleur de tous est survenu par un après-midi de jeudi pluvieux et calme. Monsieur Sterling, le riche collectionneur privé qui avait initialement acheté les livres à mes parents, s'est avéré être un homme incroyablement honorable. Lorsque Marcus, l'avocat, l'a contacté directement et lui a expliqué la nature criminelle de la vente et la fiducie enfreinte, Monsieur Sterling a été totalement horrifié. C'était un véritable historien dans l'âme. Il a immédiatement accepté de restituer l'intégralité de la collection sans exiger de longues batailles juridiques, afin d'éviter d'être impliqué dans un procès fédéral complexe. Lorsque les caisses en bois sécurisées contenant les livres en édition originale extrêmement rares ont enfin été rapportées au domaine et déballées méticuleusement par Léo et Arthur, l'âme ancienne de la bibliothèque est rapidement revenue dans la pièce. C'était cette odeur parfaite, unique et profondément réconfortante de vieux parchemins, d'encaustique riche et de thé à la menthe poivrée bien chaud d'Arthur. Je me suis assis à mon bureau en chêne massif et lourd, en plein cœur de la bibliothèque magnifiquement restaurée. J'ai ouvert mon téléphone une dernière fois pour vérifier mes messages avant de supprimer définitivement les anciens contacts. Le groupe de discussion familiale était un marécage stagnant et hautement toxique de demandes non lues, d'excuses frénétiques et désespérées, et de messages culpabilisants et manipulateurs envoyés avec fureur depuis l'appartement exigu et misérable de la banlieue industrielle. Ma mère avait envoyé plus de 20 longs messages incohérents me suppliant de lui accorder une aide financière, affirmant qu'elle ne pouvait pas payer ses courses. Béatrice avait laissé 3 longs messages vocaux en pleurs me disant que j'étais un monstre pour avoir déchiré la famille à cause de vieux livres. Julien avait envoyé un email me suppliant de lui accorder un prêt pour payer son avocat de divorce extrêmement coûteux. Pendant 32 longues années, j'avais été le fils hautement utile et parfaitement silencieux. C'était moi qui gérais la logistique compliquée, payais les factures difficiles et m'occupais de la paperasse juridique fastidieuse tout en étant traité entièrement comme un personnage secondaire jetable et hors de propos dans ma propre histoire de vie. J'étais celui qu'ils appelaient d'urgence pour leur faire économiser sans effort des milliers de dollars en impôts, mais j'étais le tout premier qu'ils ont joyeusement vendu pour une rangée de fauteuils massants. Je n'ai pas écrit un seul mot dramatique en guise de réponse. Je n'ai pas exigé de longues excuses en larmes qu'ils étaient de toute façon fondamentalement incapables de donner. On ne peut pas forcer des personnes profondément toxiques et narcissiques à développer soudainement une conscience ou un sentiment d'empathie. J'ai simplement cliqué sur le bouton de suppression de la discussion. Ensuite, je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué de manière permanente et inconditionnelle chacun de leurs numéros, de leurs emails et de leurs comptes sur les réseaux sociaux. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, il n'y avait absolument aucun bruit. Pas de manipulation. Pas de cruauté subtile. Il y avait juste une paix absolue et sans mélange. J'ai regardé mon fils, Léo. Il était installé confortablement dans un grand fauteuil en cuir restauré près de la grande baille vitrée, la douce lumière de l'après-midi illuminant la poussière qui flottait autour de lui. Il tenait un lourd volume relié en cuir sur ses genoux. Il tournait les pages fragiles avec une douceur infinie, exactement de la manière dont Arthur le lui avait appris. Il n'avait pas à effacer sa personnalité ici. Il n'avait pas à s'excuser rapidement de prendre de la place dans sa propre maison. Il était entièrement, complètement en sécurité. Si vous lisez ceci en ce moment même et que vous avez passé votre vie entière à vivre tranquillement en marge de votre propre famille, toujours celui qui donne.
Toujours celui qui répare les catastrophes pendant que les autres ne font que prendre et prendre encore jusqu'à ce que votre âme soit complètement vide. Voici mon message direct et urgent pour vous, vous n'avez jamais été invisible à leurs yeux parce que vous manquiez de valeur ou de mérite inhérent. Vous étiez invisible parce qu'ils étaient entièrement et tragiquement aveuglés par leur propre cupidité démesurée et leur vanité sans fin. Ils ne pouvaient tout simplement rien voir qu'ils ne pouvaient pas exploiter instantanément à des fins financières ou sociales. Fixer une limite stricte, permanente et sans excuse avec des membres de la famille toxique n'est pas un acte de trahison. C'est une restauration nécessaire et magnifique de votre propre âme. Vous êtes enfin en train de vous extraire courageusement du poids écrasant et étouffant de personnes brisées qui ne valorisaient que votre silence et votre utilité infinie. J'ai réalisé, en regardant mon fils lire sous la lumière du soleil, que si mes parents avaient joyeusement vendu une collection historique inestimable juste pour construire un cinéma vulgaire, j'avais fièrement et impitoyablement détruit leur cinéma pour sauver tout l'avenir de mon enfant.